Alors il s'agit ici d'une rareté artificielle, informatique évidemment, et non d'une rareté naturelle comme pour l'or, le diamant ou d'autres métaux précieux qui doivent être extraits de la terre pour exister. Et comme toujours, plus un produit est rare et plus son prix est cher, parce que sa rareté augmente son prix sur les marchés. Plus c'est difficile d'en avoir, plus les gens en veulent évidemment. Et vous allez voir, c'est un phénomène important pour comprendre le Bitcoin, les crypto-monnaies et surtout leur valeur sur les marchés. La monnaie, c'est l'art d'échanger de la valeur. Alors quand on parle de valeur ici, c'est de valeur économique bien sûr, parce que la valeur revêt aussi des notions très humaines comme des notions émotionnelles ou des notions morales, mais ces aspects ne seront pas abordés dans cette formation bien sûr. Nous, on va parler de valeur économique. La monnaie s'inscrit complètement dans l'organisation de toutes les sociétés humaines, et ce depuis la nuit des temps. C'est une notion fondamentale dans l'organisation des structures et des sociétés, et il est essentiel que vous compreniez son sens et son fonctionnement pour comprendre l'environnement économique dans lequel nous vivons aujourd'hui et pour dépasser les idées reçues que l'on peut avoir sur la monnaie et sur son impact dans l'économie réelle. Pour comprendre ce qu'est une monnaie, il faut d'abord aborder la notion de valeur intrinsèque. Et pour exprimer cette valeur, je vous prends par exemple ce billet de 20 €. Alors si je vous demande combien coûte ce billet de 20 €, eh bien je vais vous le dire, il ne coûte que 5 centimes à produire. 5 centimes pour produire quoi? C'est-à-dire le papier, l'encre, le filigrane de sécurité, etc. Et donc la valeur intrinsèque de ce billet, c'est donc 5 centimes. Mais sa valeur d'échange est évidemment de 20 €. Mais pourquoi? Parce que cette valeur a été décidée par des lois et des gouvernements et garantie par une banque centrale, en l'occurrence la Banque Centrale Européenne, qui va garantir que ce billet vaudra toujours 20 €. On peut dire que l'euro est une monnaie coercitive finalement, parce que l'État nous oblige à utiliser ce billet, cette monnaie. L'État oblige les commerçants à accepter cette monnaie, oblige les entreprises à échanger en euros et les particuliers à détenir des euros sur leur compte en banque. Donc c'est une monnaie coercitive, ça a été décidé comme ça, voté par des lois et supervisé par une banque centrale. C'est donc le fruit d'une promesse de la part des États et d'une banque centrale de garantir la valeur de cette monnaie dans le temps et de ne surtout pas en imprimer à l'infini. Rappelez-vous du franc français ou du franc belge à l'époque, qui ont été des monnaies remplacées en l'an 2000 par l'euro, évidemment la monnaie commune et unique de l'Union européenne. Eh bien ces monnaies ont disparu. Mais sachez que dans l'histoire humaine, il y a des milliers de monnaies qui ont disparu. Tous les billets, toutes les pièces, tout ça ont fini par disparaître au bout de soit quelques dizaines d'années ou quelques centaines d'années. Mais au final, une monnaie s'éteint toujours avec le pouvoir politique qui va avec. Alors on constate que seuls les métaux précieux comme l'or ou l'argent ont gardé leur valeur constamment depuis des milliers d'années et sur toute la surface du globe, dans toutes les civilisations humaines. L'or et l'argent sont des vecteurs de stabilité et de rareté. Alors concernant notre monnaie, l'euro, la promesse de valeur de l'euro est le fait d'autorités étatiques et de banques centrales qui ne sont pas totalement indépendantes du pouvoir politique ni même du pouvoir économique. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. La monnaie n'est que le reflet de la puissance des États et de la richesse de son économie. Mais vous et moi, en tant que citoyens et en tant que consommateurs, nous n'avons aucun impact sur les facteurs qui vont déterminer la politique monétaire d'un pays ou de la zone euro par exemple. Donc nous n'avons aucune influence sur les caractéristiques de la monnaie et sur les politiques qu'il faut appliquer à cette monnaie pour rendre notre pays plus performant et notre économie plus riche. On a bien vu d'ailleurs que pendant la crise Covid, ce sont les États et les banques centrales seules qui ont décidé de soutenir l'économie en faisant marcher la fameuse planche à billets, c'est-à-dire qu'ils ont imprimé de l'argent, donc ils ont émis de l'argent de manière artificielle. Parce que la planche à billets consiste à créer de l'argent ex nihilo, c'est-à-dire sans richesse correspondante. D'ordinaire, les États peuvent augmenter la masse monétaire, donc créer de l'argent, faire marcher la planche à billets, à partir du moment où il y a à l'actif du bilan, donc en contrepartie, de la richesse qui peut être soit des stocks d'or ou des stocks de métaux précieux, ou alors avoir des réserves d'autres monnaies à l'actif du bilan, ou alors avoir des bons du trésor, de la dette d'autres États. Ainsi, il existera une correspondance
correspondance entre la monnaie en circulation et la réalité économique du pays. Donc lorsqu'une banque centrale fait marcher la planche à billets, en fait elle crée de la monnaie à partir de rien, sur la base de rien. Alors on l'a vu pendant le Covid, cet argent a été créé puis envoyé aux personnes qui en avaient le plus besoin, qui étaient justement dans une situation de chômage à cause des confinements successifs, et puis aussi globalement à toute la population d'une manière directe ou indirecte pour soutenir l'économie. La population a pu aller dans les magasins, continuer de consommer et ainsi soutenir l'économie en général. Alors cet argent frais a été aussi envoyé aux banques. Les banques ont pu le prêter aux entreprises. Comme ça, les entreprises ont pu continuer d'investir, d'acheter soit des machines, du matériel, d'embaucher même. Et c'est une autre façon de soutenir évidemment l'économie dans son ensemble. Mais ce système a un effet négatif car finalement, cette croissance est entretenue de manière totalement artificielle. Et ça crée évidemment de l'inflation. On parle d'inflation lorsque tous les prix augmentent globalement, pas simplement des prix par-ci par-là, mais vraiment une constatation d'ensemble de tous les prix à la consommation pour la plupart des produits. Et donc en période d'inflation, avec chaque euro, vous achetez moins de choses qu'avant l'inflation. On peut donc dire que cette inflation érode progressivement la valeur de notre monnaie. En plus, quand vous augmentez la masse monétaire de l'euro, de notre monnaie, cela influe directement sur une dévaluation de cette monnaie, de notre monnaie, qui est moins forte par rapport aux monnaies étrangères. Ainsi, les produits chinois, par exemple, deviennent plus chers pour nous et ils arrivent avec des prix plus forts dans les magasins. Alors on retrouve ça dans l'habillement, mais aussi dans la consommation courante des produits importants comme l'automobile, l'informatique, etc. Et même sur certains fruits et légumes où certains produits agroalimentaires vont être impactés par cette augmentation de la monnaie, par cette inflation et par l'augmentation des prix donc à l'importation des produits. L'inflation nous entraîne donc dans un cercle vicieux car elle se nourrit d'elle-même. Elle peut durer très longtemps et cette inflation va encore plus encourager d'autres types d'inflation et d'autres facteurs d'inflation. Alors on doit aborder maintenant l'autre concept qui est très important à comprendre pour la monnaie et pour les crypto-monnaies, pour ce qui va nous intéresser vraiment dans cette formation, c'est le concept de rareté. Alors la rareté, je dirais que pour l'exprimer le plus simplement du monde, c'est cette fameuse histoire d'un individu qui est dans le désert depuis 10 jours et qui n'en peut plus et on lui propose des diamants ou de l'eau fraîche. Et à ce moment-là, évidemment, l'individu va choisir ce qu'il y a de plus rare et de plus précieux à ce moment-là, c'est l'eau fraîche et non pas les diamants. Alors qu'évidemment, quand on est en ville et que tout va bien, on va se précipiter vers les diamants qui à ce moment-là auront toutes les notions de rareté et de valeur fondamentale. Donc vous voyez que à travers cette allégorie, cette histoire imagée, on peut bien comprendre le concept de rareté qui va dépendre de circonstances et qui va dépendre aussi du consensus globalisé que tout le monde apportera à cette commodité ou à cet objet. On sait déjà que le charbon et le pétrole sont en quantité limitée et la rareté va s'accentuer pour ces hydrocarbures. Et de manière générale, tous les hydrocarbures vont être touchés par ce phénomène de rareté et c'est pour cela que les États, les gouvernements s'orientent vers d'autres sources d'énergie et aussi par rapport évidemment au réchauffement de la planète et aux dangers que les hydrocarbures représentent. Alors dans le domaine économique qui va nous concerner, la rareté est acquise depuis très longtemps pour les métaux précieux comme l'or et l'argent. Et le consensus est global, mondialisé, et ça fait des millénaires que les humains transmettent de la valeur à travers l'or et l'argent, à travers des métaux précieux. Il y a aussi le diamant, il y en a d'autres, mais tout le monde s'accorde à attribuer à l'or des vertus de stabilité et de rareté. Et parallèlement, on va retrouver ce niveau de rareté dans le Bitcoin. Le Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie, la première des crypto-monnaies d'ailleurs, a des notions de rareté parce que il n'y aura que 21 millions de Bitcoin. Cela a été inscrit dans le code dès le départ de Bitcoin. Le premier Bitcoin a été miné donc janvier 2009 et le tout dernier Bitcoin sera miné en 2140. Ça laisse du temps. Aujourd'hui, il y en a déjà 19 millions qui ont été minés et vous voyez qu'il en reste encore 2 millions à miner, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et ce qui est intéressant, c'est que la rareté a été dès le départ un attribut majeur du Bitcoin. Le ou les fondateurs ont voulu que le Bitcoin soit rare et que ce niveau de rareté soit directement inscrit dans le code sans possibilité de le modifier, sans possibilité d'agir ou qu'il y ait une proposition qui vienne d'un individu ou d'une institution pour modifier cette rareté. C'est ainsi que la plupart des gens qui apprécient le Bitcoin en parlent comme de l'or digital. Alors il s'agit ici d'une rareté artificielle, informatique évidemment, et non d'une rareté naturelle comme pour l'or, le diamant ou d'autres métaux précieux qui doivent être extraits de la terre pour exister. Et comme toujours, plus un produit est rare,
et plus son prix est cher parce que sa rareté augmente son prix sur les marchés. Les gens, plus c'est difficile d'en avoir, plus les gens en veulent évidemment. Et vous allez voir que c'est un phénomène important pour comprendre le Bitcoin, les crypto-monnaies et surtout leur valeur sur les marchés. Et puis il faut de la confiance pour qu'une monnaie s'impose. Voilà, sans confiance, il n'y a pas d'échange possible, c'est tout simplement, c'est aussi simple que ça à comprendre. Il faut la confiance pour qu'il y ait de l'échange. La confiance, c'est la condition sine qua non de l'échange. D'ailleurs, petite anecdote, vous savez qu'on parle de l'argent fiat, hein, les billets que vous avez en poche, on appelle ça l'argent fiat. Et fiat, ça vient du latin, qui est un mot qui évoque la foi, qui évoque la croyance absolue. Donc on voit bien que dans les monnaies fiat, il y a des implications de confiance qui sont évidemment fondamentales. Le jour où on n'a plus confiance dans une monnaie, à ce moment-là, elle va disparaître, c'est évident. Et vous voyez comme aujourd'hui, les banques sont les seuls intermédiaires possibles pour garantir cette confiance. En fait, on est obligé de passer par les banques pour avoir une confiance dans les échanges, pour vous envoyer de l'argent de manière électronique évidemment, ou pour payer en carte de crédit ou faire un virement. Il nous faut les banques pour que l'échange se passe en toute confiance. C'est aujourd'hui obligatoire, mais on va voir que ce système-là est challengé maintenant par la blockchain et les crypto-monnaies. Alors les banques représentent le système centralisé par essence, puisque tout est organisé par les banques. Si vous prenez maintenant, si vous imaginez un paiement que vous faites au supermarché, alors vous payez par carte de crédit, donc déjà il y a un premier tiers de confiance qui est Visa ou Mastercard. Ce premier tiers de confiance va envoyer une injonction de paiement à votre banque, puis votre banque c'est donc le deuxième tiers de confiance, l'intermédiaire, puis votre banque va envoyer un ordre d'exécution à la banque du supermarché ou du commerçant chez qui vous êtes. Donc c'est encore un troisième intermédiaire. Donc vous voyez à quel point, on ne se rend pas compte, mais à quel point tous les jours on fait appel à ces intermédiaires bancaires, des institutions financières, etc. pour garantir un échange de valeurs, un échange économique entre nous et un individu ou un commerçant ou même l'État par exemple. Alors l'inconvénient de ce système centralisé, bon, c'est d'une part la lenteur du système, parce que par exemple, combien de temps avez-vous attendu un virement que vous avez fait en Allemagne, alors ou au Maroc par exemple, ou même ne serait-ce qu'en France? Parfois on attend plusieurs jours et on se demande vraiment pourquoi. On sait par exemple maintenant que c'est l'ensemble des systèmes informatiques des banques qui ont été mis à jour successivement depuis une trentaine ou une quarantaine d'années et qui n'ont pas tous évolué de la même façon, donc il n'y a pas toujours de compatibilité, donc bref, les systèmes informatiques ne communiquent pas bien entre eux et ça fait des lenteurs parfois insupportables. Parfois il faut attendre même une semaine, 2 semaines pour des virements au sein de l'Union européenne par exemple. Et puis l'autre inconvénient majeur qui nous intéresse vraiment beaucoup ici, c'est le fait que l'argent ne vous appartient pas vraiment. Quand la banque vous affiche que vous avez plus 1000 €, en fait c'est une dette que la banque vous doit, c'est une créance. La banque vous doit 1000 €, mais elle ne les a plus forcément, vous les avez peut-être déposés ou reçus par virement, mais cet argent est certainement ailleurs et non pas dans votre compte en banque. Donc la banque vous montre qu'elle vous doit de l'argent, mais elle en fait un peu ce qu'elle veut. Par exemple, si vous décidez de retirer cette somme d'argent, d'abord la banque peut vous faire attendre quelques jours, plusieurs jours, en disant qu'elle n'a pas encore les fonds. Et puis si vous décidez de faire un virement à une entreprise et que cette entreprise ne plaît pas à votre banque, alors la banque peut vous refuser ce virement et vous interdire de virer de l'argent à la personne ou l'entreprise de votre choix. Donc vous voyez bien que vous n'êtes pas propriétaire de votre argent et c'est ce point-là qui va nous intéresser vraiment quand on va comprendre que les crypto-monnaies peuvent réellement être en votre possession et vous pouvez être seul maître de cette valeur de ces crypto-actifs. Est-ce que vous saviez que en septembre 2021, Nayib Bukele, le président du Salvador, le Salvador c'est un petit état d'Amérique centrale, a décidé de changer sa constitution pour adopter le Bitcoin comme monnaie officielle du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-bas, au Salvador, on peut payer son café, son restaurant, ses impôts même en Bitcoin. C'est une monnaie légale et officielle. C'est une deuxième monnaie puisque le Salvador a adopté la monnaie du dollar, puisque le Salvador n'a pas de monnaie nationale, mais a adopté le dollar. Donc vous avez le dollar et le Bitcoin qui coexistent là-bas au Salvador pour payer l'ensemble des biens et services qui sont accessibles et disponibles au Salvador. C'est donc bien le tout premier État officiel dans le monde qui reconnaît le Bitcoin comme une monnaie ayant un cours légal. C'est une petite révolution dans le Bitcoin, dans l'histoire du Bitcoin, qui a été conçue dès le départ comme étant une monnaie d'échange de valeurs entre individus. On peut même ajouter que les traités internationaux entre les nations et les États font en sorte que, puisque le Salvador a reconnu le Bitcoin comme une monnaie légale, eh bien tous les autres pays du monde qui reconnaissent le Salvador comme un État légitime doivent reconnaître la monnaie qui a cours légal au Salvador. Et donc,
de facto, nous devons, nous en France, en Europe, reconnaître le Bitcoin comme une monnaie puisqu'elle est la monnaie officielle du Salvador. Donc vous voyez comme ce phénomène de reconnaissance de monnaie des autres nous entraîne nous à reconnaître le Bitcoin comme étant une véritable monnaie, ce qui est toujours encore débattu largement auprès de la Banque Centrale Européenne et même auprès de tous les États qui se demandent encore si le Bitcoin est une monnaie, si elle a vocation à être une monnaie, etc. De facto, par traités internationaux, on pourrait reconnaître que oui, Bitcoin est véritablement une monnaie légale. Alors tout a changé pour le Bitcoin depuis quelques années. Par exemple, de grandes entreprises comme Tesla ou comme MicroStrategy qui ont commencé à placer une partie de leur trésorerie en Bitcoin, et puis d'autres crypto-monnaies sont acceptées dans plein de magasins aux États-Unis, maintenant un peu en France, un peu dans chaque pays européen. Donc tout bouge très vite pour le Bitcoin, il faut suivre cette actualité de près. Il y a une adoption qui commence à arriver en force dans beaucoup de pays. On voit maintenant le Brésil commence à réfléchir au Bitcoin, d'autres États d'Amérique du Sud, et cette adoption va devenir à mon avis beaucoup plus importante en 2023 et 2024. On a vu aussi que des grandes maisons de vente aux enchères comme Christie's ou Sotheby's ont accepté les crypto-monnaies depuis déjà 2021 pour payer évidemment des œuvres digitales en NFT, les fameux NFT, mais aussi pour acheter des œuvres tout à fait traditionnelles comme de la peinture, de la sculpture, etc. Aux États-Unis, rendez-vous compte, 16% de la population a déjà investi dans les crypto-monnaies, Bitcoin et autres. En France, on est à 8%. Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais 8% c'est déjà plus de Français qui ont de la crypto que de Français qui ont des actions en bourse. Et je sais qu'aux Pays-Bas, on en est déjà à 16% d'adoption et ça augmente très rapidement de mois en mois dans la plupart des pays européens. Alors Bitcoin, c'est à la fois la toute première crypto-monnaie et la toute première blockchain. Et je dois maintenant vous parler du concept de la blockchain qui est évidemment fondamental à comprendre parce que c'est le socle technologique de toutes les applications dont on va parler, c'est-à-dire la crypto-monnaie, les smart contracts, les NFT et bien sûr la finance décentralisée. Alors qu'est-ce qu'une blockchain? De manière très simple, c'est un réseau d'ordinateurs connectés entre eux, un peu comme l'est aujourd'hui l'Internet, qui est un réseau d'ordinateurs aussi. À la différence très importante d'Internet, c'est que le réseau blockchain fait tourner un code de dialogue entre les ordinateurs et ce code fait que toutes les informations qui vont être enregistrées dans ce réseau blockchain vont être verrouillées, sécurisées et rendues inviolables par des algorithmes, par de la cryptographie, par des systèmes informatiques extrêmement complexes et extrêmement évolués qui vont rendre ce réseau blockchain totalement fiable et inviolable. Donc une blockchain, c'est d'abord et avant tout une base de données sur laquelle on va enregistrer toutes les transactions. Si moi je vous envoie un bitcoin, alors on va écrire Benjamin envoie un bitcoin à X et X envoie un bitcoin à Y, etc. Donc ces informations de transaction vont être inscrites dans une base de données, ce qu'on appelle un registre. Et puis toutes les 10 minutes pour la blockchain Bitcoin, ce registre, cette base de données va être verrouillée et elle va être sécurisée et rendue inviolable dans un bloc informatique évidemment, et ce bloc va être effectivement verrouillé pour que les informations contenues soient scellées définitivement et que plus personne ne puisse venir modifier ce registre. Et puis immédiatement après que ce bloc ait été verrouillé, la blockchain va réouvrir un nouveau registre et à nouveau les informations d'échange de Bitcoin vont être enregistrées dans ce nouveau registre, dans cette nouvelle base de données, et puis 10 minutes après le bloc va être verrouillé, etc., etc. Et tous ces blocs vont être reliés entre eux par une chaîne, par un algorithme mathématique qui va à chaque fois prendre l'empreinte du bloc précédent pour le rajouter dans le bloc suivant. Et finalement créer ainsi une chaîne de blocs, ce qu'on appelle donc la blockchain en anglais. Il s'agit donc bien de verrouiller des informations de transaction de manière sécurisée dans un système appelé chaîne de blocs pour le rendre totalement inviolable. Ce système est vraiment très innovant. Alors ce grand registre est accessible à tous et il est lisible par tous, il est transparent. On peut tout à fait aller donc sur un site internet pour voir ce qui se passe dans les blocs. On ne peut pas évidemment modifier ce qu'il y a dans les blocs, mais on peut voir ce qui s'y passe, on peut voir ce qui est inscrit. Alors c'est donc la communauté des ordinateurs qui sont connectés à ce réseau qui va gérer l'ensemble du réseau Bitcoin. C'est ce qu'on appelle un réseau décentralisé parce qu'il n'y a pas d'autorité centrale, il n'y a pas d'entreprise principale, il n'y a pas de patron, il n'y a rien autour dans le Bitcoin en tout cas. Ce sont les ordinateurs du réseau qui gèrent eux-mêmes le réseau Bitcoin.
Alors il y a un système qui permet de mettre tout le monde d'accord, c'est ce qu'on appelle un système de validation, et c'est ce système de validation qui fait que les blocs pourront être minés, pourront être validés régulièrement et pourront faire partie de cette chaîne de blocs de manière consensuelle. Voilà, que l'ensemble du réseau accepte que ce bloc soit validé et que ce bloc soit mis à la suite des autres. Et ce processus de validation pour Bitcoin s'appelle le minage. D'ailleurs, le mot minage a été repris du minage de l'or finalement, c'est-à-dire que on descend à la mine pour extraire des métaux précieux. Ben là, on descend pas à la mine, mais on fait du calcul mathématique pour miner un bloc et donc valider un bloc. Et c'est important de comprendre que tout le monde peut tout à fait participer au réseau Bitcoin pour autant que vous ayez de la puissance informatique adéquate, évidemment. Au tout début du réseau Bitcoin 2009 jusqu'au 2010-2011, on pouvait avec quelques ordinateurs s'aventurer au minage de Bitcoin pour tenter d'en récupérer, d'en gagner. Mais aujourd'hui c'est totalement impossible puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont connecté beaucoup d'ordinateurs, donc une grosse puissance de calcul pour tenter de miner des blocs et récupérer du Bitcoin. Donc aujourd'hui les particuliers ne peuvent plus y participer, mais des startups peuvent le faire, des petites entreprises le font en tout cas régulièrement. Alors pour valider un bloc, donc pour miner un bloc, il faut résoudre une sorte d'équation mathématique, il faut faire du calcul mathématique si vous voulez, qui servira de critère objectif pour atteindre le fameux consensus. C'est l'avantage d'utiliser des algorithmes et les mathématiques qui sont neutres et universels. Et alors pour résoudre cette énigme mathématique, il faut produire beaucoup de calcul informatique, du calcul informatique très puissant, parce qu'il faut résoudre cette énigme, il faut trouver le bon chiffre. Il y a donc une compétition assez féroce qui est menée par tous les ordinateurs du réseau pour être le premier à trouver cette énigme et ainsi avoir le droit de valider et de miner ce fameux bloc. Alors l'ordinateur qui va trouver le bon numéro va pouvoir valider le bloc et ainsi être récompensé en obtenant des bitcoins qui sont fraîchement minés directement par la blockchain Bitcoin. Donc c'est comme ça que cela fonctionne, c'est comme ça que les bitcoins sont émis toutes les 10 minutes quand on valide un bloc. Le mineur qui aura donc gagné ces bitcoins pourra ensuite les échanger contre des euros ou contre des dollars sur une bourse d'échange que l'on trouve très facilement maintenant sur internet, et c'est ainsi que le mineur va pouvoir gagner son argent, gagner sa vie, d'abord rembourser le matériel qu'il aura acheté et puis aussi pourquoi pas en faire une véritable activité économique. Sachez qu'il y a des entreprises de minage de bitcoin qui sont cotées en bourse. C'est donc bien une activité réelle et économique.